Yo! Salut, salut. Comment ça va, Thomas? Ça va et toi, Romain? Comment tu vas? Ça va, nickel. Prêt pour commencer ce MLS show de la Week 12? Si je dis pas de bêtises. C'est ça, la week 12, exactement. Exactement. Bon, j'espère que tu es prêt pour ce live. Aujourd'hui, on a sorti le maillot Fratelli d'Italia pour parler de Toronto dans notre sujet numéro un et de nos deux joueurs italiens, dont un, c'est notre chouchou, hein? Ouais, on l'aime beaucoup, on l'aime Mais faut beaucoup. pas, Dans mais l'équipe faut de pas le dire Showtime. trop fort. Faut pas le dire trop fort. Bon, let's go. On est parti pour cette week 12 avec au programme donc les news. Donc d'abord, on aura quatre grosses news, pardon, que je veux dire. Et ensuite, on aura un gros sujet à débattre. Les news, ça sera d'abord le nouveau stade de New York City Football Club. Evander qui enfin arrive à point nommé à Portland. Une journée aussi sous haute tension avec pas moins de 9 cartons rouges cette semaine. C'est énorme ce week-end-là. Ensuite, il y a eu l'électrochoc des nouveaux coachs qu'on en a déjà un peu parlé la semaine dernière et qui a eu effet en tout cas. Et bien sûr, le gros sujet sera sur Toronto qui pour le moment, pour nous, loin des attentes. On est parti Thomas pour la slide et la news numéro une pardon. Et donc ça va être sur le New York City Football Club. Voilà, le New York City Football Club, donc on rappelle, propriété de Manchester City Group en tout cas et de l'Arabie, non pas de l'Arabie, de l'Émirat Arabe Uni, si je dis pas de C'est ça, ouais. bêtises, Thomas. Émir Arabi, ouais, c'est ça. Exactement. Ils ont annoncé enfin construire leur propre stade alors qu'il a été fondé en 2013. 10 ans plus tard, ils annoncent enfin leur propre stade. Euh, Parce que depuis 2013, ils jouent à domicile dans le stade de baseball des New York Yankees. Et c'est dégueulasse. Ah, c'est On n'en horrible à pouvait voir. plus. Vraiment, c'est horrible. La news qui est tombée là, franchement, elle nous a donné la joie de vivre. Et on était content d'apprendre qu'enfin ils allaient jouer ailleurs que chez les Yankees parce que là, c'était plus possible, même visuellement, pour réussir à s'accrocher à un de leurs matchs à domicile. Franchement, c'était difficile. C'était difficile. Ouais, c'est clair qu'on voit qu'un stade de baseball n'est pas du tout adapté, en tout cas pour un stade de foot, pour des matchs de foot. Donc l'annonce a été faite ce mercredi en conférence de presse en partenariat avec le maire démocrate Eric Adams. Le stade de 25 000 places, tout de même, devrait voir le jour dans l'arrondissement du Queens, dans le quartier de Willets Point. Et comme le rapporte le Guardian, aussi, le projet d'aménagement contient aussi la création de 2500 logements, d'un hôtel et d'une zone commerciale. Livraison prévue en 2027. Ouais, franchement, bonne nouvelle pour New York. Bonne nouvelle pour la MLS. Ça montre aussi que l'expansion ça se passe à merveille et que la MLS commence à prendre beaucoup plus de place, en tout cas aux États-Unis. Aussi de construire un complexe avec une zone marchande, des logements, etc. aussi, ça permet aussi de faire grandir le New York City FC, de faire grandir aussi le City Football Group en quelque sorte. Donc on s'y retrouve au niveau du business et au niveau du sportif. Donc on espère que d'ici 2026, c'est ça t'as dit? Ou 2027 la livrée? 2027. Bah, on espère qu'en 2027, eh ben, on verra de très jolis matchs dans ce stade, dans ce nouveau stade, hein. On espère voir un New York qui gagne en tout cas. D'ailleurs, ce stade n'a pas encore de nom, c'est pour ça qu'il y a marqué Sponsor Stadium, qu'il aura sûrement un nom de sponsor devant. Je pense qu'aussi, surtout, d'ailleurs, t'as pas une autre photo du stade? Il me semble que tu m'avais dit que tu avais une photo de l'intérieur. Voilà, si on peut la voir, ça peut être sympa. Voilà, donc c'est sympa, c'est un stade qui est même plus proche de ses joueurs, en tout cas. Euh, et puis surtout, c'est grâce à ce stade, mine de rien, déjà, New York City a réussi en moins de 10 ans à obtenir un titre en MLS après sa création. On le rappelle, c'était eux qui étaient détenteurs du titre en 2021, si je ne dis pas de bêtises, avant en tout cas LAFC. Euh, En tout cas, ce nouveau stade, ça va leur permettre d'asseoir un peu plus, pas leur domination, parce que c'est pas vraiment le cas, mais leur, comment dire,
Ouais, de Euh, s'installer en tant que place forte, ouais, de une des places s'installer en fortes. tant que vraie franchise. Ouais, C'est une des ça, places en fortes tant de que la place forte, MLS. exactement. Et depuis, de pouvoir bien concurrencer enfin New York Red Bull, tu vois, au moins leurs rivaux. Parce que eux, ils ont un stade depuis bien plus de 10 ans déjà, donc c'est déjà intéressant pour eux. Ouais, en tout cas, ça Euh, montre que sur le plan marketing et le plan stratégique, les étapes ben, passent les unes après les autres et pour l'instant, c'est que des réussites. Sur le plan sportif, tu as réussi à avoir un titre, tu as réussi à te pérenniser en MLS avec une équipe quand même d'un niveau relativement correct, voire très hmm. bonne sur certaines saisons. Et maintenant, tu rajoutes à ça le futur stade, donc c'est-à-dire des recettes, de l'argent pour le club et pour la franchise. Donc tout marche, tout va comme sur des roulettes, j'ai envie de dire un peu. Exactement. Et puis, ça te permet de voir qu'il y a, comment dire, il y a enfin une confiance, en fait, en New York City, tu vois. Ah oui, le club est créé en 2013, mais leur première saison est en 2015, je vérifiais. Et de toute façon, et c'est très simple, hein, depuis 2016, ils ont toujours fait les playoffs. Donc, tu vois que le projet est serein, en tout cas, tu vois. De 2016 à 2019, c'était 4 demi-finales de conférence. 2020, bon, premier tour, mais c'était un peu spécial à cause du Covid. Et 2021, champion. Et l'an dernier, ils font finale de conférence. Donc, c'est un projet assez serein, en tout cas. Ouais, Et totalement, voilà. Et en totalement. tout cas, il y a les résultats et ce qui fait que, ce qui apporte le fait que, ouais, ils peuvent investir dedans puisque c'est concret, quoi. Là, c'est du concret, là. On est en train de voir que le City Football Group, en tout cas, s'est décidé enfin à encore passer dans un step supplémentaire dans le développement de son équipe. Et cela participe aussi du coup au développement de la MLS par la même occasion. Donc c'est faire d'une pierre deux coups et c'est très judicieux et surtout très important d'avoir enfin New York avec son propre stade de football, de soccer. Et dernier truc avant de passer à la prochaine news, au moins on peut voir que New York City n'est pas juste une franchise ou une équipe qui sert à faire jouer les jeunes de New York, du City Group, tu vois, et qui sert vraiment genre en mode à prêter les jeunes, ou qui n'est pas juste une équipe passerelle, quoi, qui est une vraie équipe avec de l'ambition, et malgré qu'il y ait le City Group derrière, qui est sa propre ambition, et qui a envie de créer sa propre histoire, en tout cas. Ouais, bah oui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, dans l'after-foot, il recevait un membre du City Football Group par rapport à 3, et c'est ce qu'il expliquait, 3. c'est ce qu'il expliquait, il expliquait qu'en fait, grâce à la force du groupe City, forcément, t'as des avantages avec cette histoire de profil de joueurs où tu as beaucoup de joueurs qui passent par ces différents clubs, mais qui peut-être ont plus des profils pour la Ligue 1, plus des profils pour la MLS, plus des profils pour le championnat espagnol, par exemple, avec Girona, tu vois. Et là, c'est cool de voir que pour le New York City FC, en tout cas, on ne cherche pas seulement à envoyer des joueurs, par exemple, d'autres clubs qui font partie du groupe, mais on privilégie avant tout l'aspect compétitif et l'aspect de recruter des joueurs qui peuvent s'acclimater et peuvent être performants en MLS. C'est pas uniquement que renvoyer récupérer pas les invendus, mais les joueurs pas désirés dans les autres clubs du groupe. Ouais, C'est je vois. vraiment des recrutements faits basés sur euh, l'adaptation et les résultats potentiels qui peuvent amener à cette équipe au sein de chacun des championnats respectifs. Girona en Espagne, New York City en MLS, 3 en Ligue 1 ou en Ligue 2 par exemple. Mais c'est vraiment la volonté du City Football Group. Super intéressant, quoi. Un peu à l'image de ce que font leurs concurrents du Red Bull Group, quoi. C'est ça. Euh, bon, on va passer à la prochaine slide. Et le prochain sujet, la prochaine news, c'est sur Evander, le joueur brésilien originaire, qui est
vient en provenance de Midtjylland, qui a été transféré en provenance de Midtjylland cet hiver au Portland Timbers, qui est l'une des recrues fortes, en tout cas des Portland Timbers, en attaque. Voilà, il est beau le joueur le Brésilien. J'ai essayé de le prendre Euh, dans un joli, avec un joli minois. J'ai pas voulu faire, lui prendre une photo de dossier, quoi. c'est clair, c'est clair. En tout cas, on est bien assortis tout en vert tous les deux. Ah, parce que moi, je fais tâche du coup avec mon Euh, vieux gris, mon vieux gris là, tout pourri, mais bon, c'est pas grave. c'est pas grave, c'est pas. En parlant du coup de Evander, Evander c'est donc du coup un joueur brésilien à la base milieu central plus milieu offensif ces derniers temps, qui peut jouer aussi en tant que second attaquant. Il est arrivé cet hiver, il a joué donc du côté de Portland, il a joué 9 matchs en MLS et on a vu que bon dès le deuxième match, il marque un but contre LAFC mais malheureusement ils avaient perdu, c'était trop tard. On s'est dit c'était intéressant, puis après il a été blessé à l'ange pendant 3 matchs. Et donc, il revenait petit à petit. Et enfin, sur les 3 derniers matchs, il est performant et son équipe aussi est performante. C'est simple, sur les 3 derniers matchs, Portland, c'est 2 victoires, un nul, dont une victoire contre Saint-Louis à l'extérieur, une victoire contre Vancouver dans un peu un derby, puisque Portland et Vancouver, c'est pas si loin que ça, en fait. Et le match nul face à Austin. Et lors de ces 3 matchs où il joue derrière l'attaquant en tant que MOC, en tout cas, Evander met un but à Saint-Louis, un doublé contre Vancouver et 2 passes décisives contre Austin, donc décisives lors de tous les matchs. Assez impressionnant il a enfin peut-être trouvé son rythme de croisière. Ouais, il a peut-être enfin trouvé ce rythme de croisière. J'en parlais, je crois que c'est moi qui avais fait le podcast d'avant-saison sur Portland. Et je parlais justement du fait que Evander devra être le dépositaire du jeu de cette équipe et que si on avait un Evander qui n'était pas assez efficace, on verrait forcément une équipe de Portland moins dangereuse et gagnerait moins de points. C'est ce qu'on a eu sur le début de saison. Il a eu vraiment ce temps d'adaptation au championnat où il n'était pas décisif, il n'avait pas d'impact sur le jeu de son équipe. Il pouvait marquer comme face au LAFC, comme tu l'as dit, mais on sentait pas sa patte dans le jeu, dans les circuits de passe, etc. Euh, et là, bizarrement, on retrouve le Evander que tout le monde attendait en fait en MLS cette saison. Le but contre Vancouver qui met l'enchaînement d'une roulette, puis ensuite il va mettre une frappe incroyable. Le but il est tout simplement magique et c'est pour ça que Portland l'a acheté, tout simplement. C'est pour avoir un mec qui est capable de décanter des situations, par son pied, son joli pied, de par ses qualités techniques au-dessus de la moyenne pour le championnat. C'était vraiment le joueur qu'il fallait à Portland pour pouvoir, pourquoi pas, revoir ses ambitions peut-être un peu plus à la hausse, tu vois. Et le voir enfin être décisif sur les 3 derniers matchs, que ce soit à la passe ou que ce soit à la finition, montre qu'il est petit à petit en train de prendre les commandes et les rênes du jeu de son équipe. Et puis peut-être que ça marche mieux avec la recrue en attaque Frank Boli plutôt qu'avec Niezgoda, parce qu'en début de saison, c'était Niezgoda, le Polonais, qui était titulaire. On voit qu'il a marqué qu'un seul but en 12 matchs de Ouais, MLS lors cette du derby saison. de Cascade, ouais, c'est ça. Exactement, alors que avec la recrue qui arrivait à la fin du mercato, en tout cas en MLS, Frank Boli, l'attaquant, en tout cas, lui, il a déjà marqué 2 buts en quelques matchs. Et puis, ben, finalement, il a peut-être l'air de mieux s'entendre avec Evander, pardon. J'allais dire Ederson. N'importe quoi. C'est parce que demain il y a le match entre City et le Real, c'est pour ça que t'as dit Sûrement, Henderson. sûrement. Non, ouais, bah oui, peut-être que le profil de Boli lui convient mieux et que ça lui permet peut-être de mieux combiner, de mieux se trouver dans le jeu, hein, c'est possible. On sait très bien que dans ces débuts de saison-là, tu tâtonnes énormément, t'as pas encore ton équipe type, donc t'essayes beaucoup de combinaisons tu changes beaucoup de joueurs. Evander, on sait que c'est Ouais. ta star, donc tu es obligé d'essayer de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et peut-être qu'ils ont enfin trouvé la formule avec Boli en pointe à la place de Nies Goda, hein. Ça reste à voir sur les prochains matchs, mais en tout cas, la dynamique parle pour lui.
c'est clair. T'as d'autres choses à dire sur Evander ou on peut passer à la news suivante? Non, je pense qu'on a été complet sur Evander, hein. On espère le On a voir été complet. poursuivre dans cette voie-là, sur cette voie-là en tout cas. On rappelle la position de Portland. Attends, je vais avoir le classement sous mes yeux. Portland, c'est actuellement sixième de la conférence Ouest. 15 points en 12 matchs. Écoute, ils ont fait 5 défaites, mais là, ils sont sur une bonne série enfin, de 3 matchs sans défaite, dont 2 victoires, donc comme on a dit. C'est assez pas mal. Et puis, ils sont qu'à 3 points, tu vois, de la quatrième place, où tu as Dallas et San Jose qui sont devant. Donc voilà, c'est intéressant. En tout cas, il va falloir pour eux qu'ils arrivent à décoller de ce peloton où tu as encore Minnesota et Vancouver derrière. On passe à la news suivante. Alors du coup, je cherche les matchs où il y a eu des cartons rouges. Donc on voulait vous en parler. Il y a eu 9 cartons rouges cette semaine. Ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop. Je pense que les arbitres soit ont dégainé vite, soit certains ont été trop agressifs, mais je pense que c'est plutôt du côté des joueurs qu'il faut Ouais, voir parce ouais, que je pense aussi. je trouve que vraiment certains actes, certains tacles ont été beaucoup trop agressifs. Donc le premier à noter, c'est il y a Inter Miami qui prend un rouge. Ensuite, il y a eu un rouge à Atlanta. Deux rouges du côté de Houston Dynamo, dont un rouge pour Amin Bassi, le Exactement. Marocain, franco-marocain. Et Herrera, l'autre carton Ah rouge. oui, Hector Herrera. Eh Ouais, ben oui, c'est un deuxième jaune en plus. Austin a pris un rouge aussi, direct. Colando, et le dernier, c'est Colorado Colorado, ouais. Rapids contre Philadelphie. Et là, il y a eu un rouge de chaque côté à la fin du match, à la 99e minute. Mais plus deux autres jaunes. Mais ils, ils auraient pu avoir beaucoup plus de jaunes, à mon avis. Ils Parce se qu'il y a sont eu une trompés, sorte de ouais. bagarre générale à la fin. Beaucoup L'UFC plus de rouges. c'était la semaine dernière, ils se sont trompés, je crois. Exactement. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Parce que là, euh, c'était trop d'intensité, trop de. Ils sont énervés. Après, surtout, je pense que Colorado Rapids qui s'est énervé face à Philadelphie. Je crois que j'avais vu, oui, l'action où il s'énerve, c'est à la fin quand le joueur de Colorado il pousse le gardien Ouais, c'est quand il va ça, chercher le exactement. Ouais. ballon et ça part en cacahuète. Et après, tout le monde essaye de pousser tout le monde. C'était bon, Ah, j'ai oublié même des cartons du côté de Toronto. Il y a eu un carton rouge Un à rouge de Toronto, ouais. Toronto-Montréal Oui, pour pour un geste d'humeur où le joueur, l'arbitre du coup met un deuxième carton jaune. un deuxième carton jaune. Et même Saint-Louis-Chicago, il y a aussi un rouge, hein, un deuxième jaune pour Nelson du côté de Saint-Louis. Beaucoup de deuxième jaunes en tout cas, mais pas vraiment de scandale en soi. C'est juste que je trouve que les joueurs ont été beaucoup trop agressifs. Et même, on peut parler aussi de la journée spéciale de Ruiz, David Ruiz, le joueur de 18 ans de l'Inter Miami, pardon, de l'Inter Miami, qui met son premier but de la journée, qui met une passe décisive à Joseph Martinez, donc il fait un but, une passe décisive, et puis qui prend deux cartons jaunes, donc un carton rouge. On peut dire qu'il a fait un hat-trick à sa manière. Ouais, il a marqué sa première du fer rouge, hein. Il l'a vraiment marqué, hein. Il a fait tout ce qu'un footballeur peut faire, sauf marquer contre son camp. Exactement, c'est ça. Mais ça, il laisse ça à Harry Maguire. Je vais rien dire. Je vais boire de l'eau. Bref, qu'est-ce que tu peux dire de cette journée autant en couleur et autant en rouge en tout cas? Je sais pas pourquoi. On sait que c'était marqué, cette journée était marquée par le week des rivalités, donc avec beaucoup de derby, de matchs C'est à haute ça, je pense tension, que c'est ça en etc. fait. Et je pense que les joueurs ont dû avoir un surplus d'adrénaline, peut-être un surplus d'agressivité parce que c'est des derbies. Et je pense que forcément, les arbitres ont logiquement sanctionné tous ces excès-là. Mais ça montre en tout cas que les joueurs ont fait preuve peut-être de pas assez de professionnalisme et peut-être ont manqué d'expérience sur certaines actions ou certains cartons. Quand tu vois des cartons rouges ou des seconds cartons pris pour des gestes d'humeur stupides, vraiment, c'est là où on se dit que, bon,
On est dans un championnat avec beaucoup quand même de jeunes joueurs, de joueurs avec pas beaucoup d'expérience. Et ça s'est senti. Pourtant, je dis ça, mais Hector Herrera, ça reste un vétéran, un vieux de la vieille. Mais lui aussi, s'est fait Ouais, mais reprendre lui, par la c'est un patrouille. sanguin, c'est pas pareil. Mais ouais, C'est peut-être pas un, trop c'est un de. sanguin. Ouais, trop d'agressivité. Je pense que c'est vraiment trop d'agressivité, peut-être dû Mais à ce week des rivalités. c'est vrai que le week des rivalités peut être mis en cause, mais ce qui est fou, c'est qu'au final, dans les seules équipes qui faisaient face à leurs rivaux, il y a eu des cartons rouges, c'est Austin face à Dallas, tu vois. Austin et Dallas, c'est un derby. Et puis, il y a eu seulement Montréal-Toronto. Voilà, c'est tout. Mais au final, c'est pas pour des gestes violents, tu vois, c'est plus pour des gestes d'humeur. Si Austin, c'est un geste violent, il me semble. C'est un deuxième jaune, mais qui devient rouge. Je crois que le geste est assez équivoque. Mais ouais, écoute, on espère que ça se reproduira plus parce que tu vois, je vois que la semaine dernière, le seul carton rouge qu'il y avait eu, c'était entre l'Inter et Atlanta. On peut passer à une autre, la dernière slide, à la dernière news. Et let's go. On va reparler des coachs qui se sont fait virer la semaine dernière. La semaine dernière, du coup, on en avait déjà parlé. Les coachs se sont fait virer et ça a marché, visiblement. En tout cas, pour le moment, ça a marché. Il y a eu un vrai électrochoc, puisque que ce soit du côté de Chicago, des Chicago Fire ou du New York Red Bull, depuis que les coachs ont été virés, leurs équipes n'ont pas perdu. Donc, on rappelle, Ezra Hendrickson a été le coach viré du côté de Chicago, où ils étaient avant-dernier de la conférence Est. Depuis, Chicago a gagné ces deux matchs avec leur nouveau coach Frank. J'ai plus son nom en tête. Frank, comment déjà? Frank Attendez, je vais Lopas. regarder. Frank Lopas, Ah, Klopas, qui le exactement. Frank remplace. Klopas. Euh, il a, il a entraîné deux matchs, les deux consécutifs face à Saint-Louis en plus, c'est assez drôle. Un en US Open Cup et l'autre en MLS. Et les deux sont auréolés de victoires. 2-1 et 1-0 pour Chicago. Les deux à domicile. Écoute, Chicago, du coup, revient bien dans la course. Et en plus, je pense qu'on va en parler. Ah non, on en parlera plus tard par rapport à Toronto, du classement assez serré dans la conférence Est. Ouais, bah oui, comme tu l'as dit, on sait souvent que dès qu'il y a un changement de coach ou un changement comme ça qui s'opère en cours de saison, tu as forcément des joueurs beaucoup plus impliqués à l'arrivée du nouvel entraîneur parce qu'on sait que les cartes sont redistribuées, que le coach peut changer énormément de dispositifs ou de joueurs. Donc forcément, les joueurs sont plus motivés et essayent de gagner leur place pour bousculer la hiérarchie qui avait été mise en place par le coach précédent. C'est ce qui se passe avec Chicago et New York pour l'instant. À Chicago, on a vu pour la première fois un Shaqiri vraiment taille patron. Tous les ballons passaient par lui. Il était vraiment le joueur créatif par excellence. Auteur d'une jolie passe décisive pour le seul but du match. Mais sans un grand Burki, sans un grand Burki, je pense que l'addition elle aurait pu être beaucoup plus salée. On aurait peut-être vu Shakira avec beaucoup plus de passes D sur cette rencontre-là. Et ça fait vraiment plaisir de voir enfin le Suisse jouer à son niveau. Et Chicago aura vraiment besoin d'un Xherdan Shaqiri au top du top pour pouvoir espérer se qualifier pour les playoffs déjà je pense en premier lieu. Je pense que vraiment Shaqiri c'est le joueur qui peut faire basculer cette saison. S'il est Ah, au c'est- même niveau qu'il a été là sur le match contre Saint-Louis ce week-end. De toute façon, c'est pas pour rien qu'ils ont recruté Shaqiri. On connaît son talent. Et puis même, c'est vrai que commentateurs disaient que c'était clairement son meilleur match de la saison depuis le début. On va passer attends, non, juste pour conclure sur Chicago. Chicago est actuellement donc 13e sur 15 dans la conférence Est. Ils sont qu'à seulement un point de la sixième place. C'est assez fou. C'est ultra serré entre la sixième et la 12e place. Ils ont le même nombre de points, c'est-à-dire 15.
Donc voilà, Chicago, on désespère pas pour eux. Une série de 2-3 victoires et ils sont très bien placés. Donc Ouais, on attention, s'inquiète. juste après, comme on dit que l'électrochoc a fonctionné, mais on sait très bien que c'est pas tout le temps que ça fonctionne sur la durée, donc il va falloir voir sur les prochains matchs comment ça se déroule, malgré tout. Exactement. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On passe à l'autre équipe où leur coach a été viré et ça a marché, les New York Red Bulls, qui ont remporté en plus le derby ce week-end. Donc on l'avait vu, Gerhard Struber a été viré, c'était le premier coach, mais lui il y avait eu plusieurs polémiques d'un coup, donc fallait que ça pète un peu. Et donc son remplaçant c'est Lessen, je sais plus c'est quoi son prénom, Tyler non, Lessen? Je vais vérifier ça. Troy Lessen? Je crois que c'est Troy Lessen, voilà, Troy c'est ça. Lesson, ouais, c'est ça. Troy Lessen, le coach de 39 ans de Chicago, qui a remporté son deuxième match consécutif, en tout cas son premier match en tant que coach en MLS, dans le derby face à New York. Donc il y avait la pression et félicitations à eux d'avoir remporté. Il avait remporté auparavant contre DC United en Coupe au US Open Cup. Euh, En tout cas, face à deux rivaux niveau géographique, je veux dire, de DC United, parce que c'est Washington et c'est pas si loin de ça de New York, et puis New York City. C'est important de revenir et de s'imposer, de briser cette série-là. Et puis même, on peut voir les statistiques du match. Ça a été assez serré, mais New York a été plus réaliste en tout cas que New York City. Enfin, Red Bull a été plus réaliste. Ouais, les Red Bull ont été plus réalistes, mais on se rend compte surtout que là, sur les deux matchs qu'on a, c'est un petit échantillon, on a l'impression que le collectif il est retrouvé, que les joueurs se battent les uns pour les autres et qu'on sent peut-être une nouvelle cohésion dans ce groupe-là, avec tout ce qu'ils ont pu vivre là sur ce début de saison. Ça a été très compliqué, il y a eu beaucoup d'affaires d'extra-sportifs aussi qui sont entremêlées avec tout ça. Et là, C'est clair. on a l'impression qu'avec l'arrivée du nouveau coach, pour l'instant, on est revenu sur les fondamentaux, les basiques, et ça a l'air de pencher du bon côté pour eux. Ça va leur faire du bien. Une victoire à domicile, une victoire dans un derby contre son rival new-yorkais, un clean sheet aussi. Ça donne le plein de confiance pour essayer de continuer dans cette positivité pour eux. Mais ce qui me marque le plus, c'est vraiment le côté cohésion et une équipe qui vraiment où on a vu un collectif en tout cas, où on a vu vraiment un collectif Ouais. peut-être se dessiner. Et puis le retour, pourquoi pas, dans quelques matchs. Il me semble il a plus qu'un match à purger de sa suspension de Dante Van Zer. Ça pourrait peut-être leur faire du bien, son retour en tout cas. Pourquoi Ouais, pas. à voir comment le coach va réussir à le remettre dans le groupe, parce qu'on sait que c'est pas évident après ce qui s'est passé. C'est clair. Comment il va réussir à le réintégrer dans l'équipe? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être préserver cette cohésion de groupe et peut-être le faire démarrer sur le banc au début? Est-ce qu'il faut tout de suite le réintégrer dans le 11 de départ? Ça va être des questions que le coach va devoir se poser, des questions très compliquées parce que c'est marcher sur des œufs, c'est très délicat comme situation pour lui, donc à voir comment il va gérer le retour de Von Zer. C'est clair. Parce que là, pour le moment, c'est pas leur attaquant de pointe qui marque les buts, c'est leur ailier, Omir Fernandez, qui a mis les deux derniers buts sur les deux dernières victoires face à DC United et face à New York City. On va passer à notre gros sujet, pardon, sur Toronto. Euh, Let's go, la slide arrive, c'est ça, Thomas? C'est ça, la il Voilà, la arrive. slide est là, c'est bon. Et le Toronto FC cette saison, c'est décevant. 4 défaites, 6 nuls et 2 victoires seulement. Euh, c'est une équipe de nuls déjà. Je vois, 6 nuls, c'est l'une des plus grosses équipes, l'une des équipes qui fait le plus de nuls cette saison. Je crois à égalité ou pas loin, en tout cas avec Chicago, qui est spécialiste des nuls aussi. Contrairement à l'Inter Miami, qui a fait la seule équipe qui n'a pas fait un seul match nul cette saison. Ça, c'est fou. Bref,
Toronto, pourquoi on s'inquiète? Parce que c'est la dernière équipe de la conférence Est avec 12 points, si je dis pas de bêtises. 12 12 points, c'est points, ça, ouais. c'est ça? 12 points, 12 points. Exactement, 12 points, 13 buts marqués, 17 encaissés. 12 points en 12 matchs, c'est beaucoup trop peu, forcément. Mais c'est à égalité de points avec New York Red Bull. Et on l'a dit, il y a seulement 2 points de Chicago devant et seulement 3 points de la 6e place, en fait. Parce qu'entre la 6e place et la 15e place, il y a seulement que 3 points qui les séparent. Ça, c'est fou, ça, d'avoir une conférence autant serrée, non? C'est ce qui fait le charme de la MLS, hein. On sait que les équipes, il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Généralement, tu as peut-être un duo, un trio de tête qui va se dégager dans chaque conférence. Mais après, on sait que ça peut aller très vite. Une victoire, un enchaînement de deux trois victoires peut te permettre de grimper au classement, comme enchaîner un nul et 2 défaites peut te plomber dans ta saison. C'est vraiment Ouais. l'équipe qui réussira à être la plus régulière qui pourra accrocher les playoffs. En fait, ça me fait penser un peu à la Ligue 1 dans quelque sorte, où tu as vraiment beaucoup d'équipes, tu as vraiment un ventre mou qui est en Ligue 1 qui reste quand même assez important. Tu vois, bah là, Hmm. en MLS, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est vraiment de par ta régularité, de par les séries que tu pourras faire dans la saison, qui vont te permettre, oui ou non, de monter et de t'installer dans les places qui comptent. Ouais, mais la différence, par exemple, tu vois, avec la Ligue 1, c'est que la MLS, c'est encore plus imprévisible. C'est-à-dire que tout le monde peut taper tout le monde. La preuve, on l'a vu, le plus gros upset qu'il y a eu la semaine dernière, c'était Sporting Kansas derrière la conférence Ouest, qui gagne contre le premier de la conférence Ouest, Seattle, tu vois. Alors que Seattle était archi favori. Je veux dire, bon, en MLS, même ne serait-ce qu'en première ligue, t'as pas ça. Je veux dire, City ou Arsenal, ils perdent pas face à Southampton, quoi, par exemple, ou même là à Paris, en France, ils vont pas perdre contre Angers. Non, là, c'est plus, ouais, t'as l'impression que tout le monde peut taper tout le monde et c'est assez fou. Assez fou. Euh, et puis, Toronto, nous, ce qui nous inquiète, c'est plutôt quand on voit le dernier match. En tout cas, enfin, Toronto a bien recruté, a des bons joueurs, a Insigne ou Bernardeschi en tant que superstar. Mais au final, tu peux même mettre les stats. On a vu que dans le derby face à Montréal, ils n'ont rien fait. Ils ont perdu 2-0, alors que Montréal était au fond du trou. Ils sont en train totalement de se relancer. C'est eux qui étaient derniers avant et c'est eux qui se relancent totalement. Et puis Montréal les a mangés, en fait. Tu vois, 1,6 d'XG face à 0,30, 14 tirs à 2, aucun cadré du côté de Toronto. C'est assez fou. Alors qu'ils ont 48% de possession. En fait, ils ont le ballon, mais c'est totalement stérile. Ils savent pas quoi en faire. Et tu peux même prendre les statistiques de Lorenzo Insigne ou Bernardeschi. C'est faible. En fait, Insigne, c'est 55 ballons touchés, mais 14 perdus. Seulement 83% de passes réussies. Euh, une, une grosse chance réussie, aucun tir, rien. Et Bernardeschi, c'est un peu plus propre. Parce que tu vois, il y a moins de ballons touchés, mais du coup, c'est un peu plus propre. Il a réussi 4 dribbles sur 6, ça, c'est sympa. Tu vois, il gagne ses duels au sol, tu vois, il gagne la moitié, mais il perd 11 ballons. Il provoque, il provoque une faute, et en fait, c'est surtout, il tire pas. Aucune chance créée, aucune occasion créée, seulement une passe clé créée. C'est trop peu. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour Toronto, en fait, c'est le côté impuissance, où tu sens que ils arrivent quand même à amener le ballon dans le dernier tiers du terrain. Mais Insigne, Bernardeschi et Sapong, j'ai l'impression que c'est pas la même relation technique, ils parlent pas le même football. Et on sent que la machine, elle est un peu rouillée, un peu enrayée. Et ça fait qu'au final, il se crée pas d'occasion. Sur le match contre Montréal, combien de fois où un Bernardeschi réussit par exemple à faire des différences en portant le ballon, en cassant des lignes par la course, mais au moment de la dernière ou de l'avant-dernière passe, c'est là où ça pêche. On a du mal à trouver Sapong. Et quand on trouve Sapong, techniquement, il est très très limité. Ça n'a pas l'air d'être un avant-centre qui est dans la technique, qui est dans la course. C'est vraiment un joueur
peut-être un attaquant d'appui un peu pivot qui, dans la surface de réparation, quand le ballon arrive dans les bonnes conditions, peut faire mal. Mais j'ai l'impression que avec Insigne et avec Bernardeschi, eux, ce qu'ils rechercheraient plus, c'est un joueur qui leur permettrait de combiner. Tu vois, Hmm. de combiner. Ouais, totalement. Et je trouve que le profil de Sapong n'est peut-être pas le bon profil qui permettrait à un Bernardeschi ou à Insigne, par exemple, de briller devant et du coup de faire briller par la même occasion Toronto. Donc c'est difficile. Après, on sait que ces équipes-là peuvent se réveiller très rapidement, ça peut basculer très vite. Mais ouais, ce qui est décevant, c'est le côté stérile et le côté pauvre techniquement dans le dernier tiers du terrain, l'endroit le plus important dans le football, hein, la zone de vérité. C'est clair. Et je pense que même ils peuvent trouver des attaquants, si en tout cas ce profil ne leur correspond pas, ils peuvent trouver beaucoup. Il y a beaucoup d'attaquants disponibles en, en MLS qui jouent actuellement même en MLS, donc qui seraient déjà adaptés au championnat, qui correspondent en tout cas à ce profil-là qu'ils aimeraient bien, tu vois. Euh, je pense que tu peux aller, pourquoi pas. Alors là, le problème, c'est qu'en tête, là, j'ai des attaquants qui soit viennent d'arriver, soit ont des gros contrats ou viennent de signer. Tu vois, j'avais pensé à Carranza à l'Inter Miami, ça pouvait être intéressant pour eux. Du côté d'Austin, tu vois, ça peut être sympa aussi, tu peux trouver un truc. Jesus Ferreira aussi, du côté de Dallas, ça peut être intéressant, mais je pense que ça serait peut-être trop cher. Euh, En tout cas, ce qu'il leur faut pas, c'est Chicharito, tu vois, par exemple. Ah, le Le match Chicharito dans ce catastrophique moment, ouais, c'est clair que c'est pas le joueur qu'il leur faudrait. Ouais. Et puis après, t'as il aussi a quand fait un même match des. cataclysmique. T'as aussi tactiquement, ou un joueur comme Kay, qui est milieu de terrain de base, il est utilisé dans une défense à 3. Il y a, je sais pas, pour l'instant, ça n'a pas l'air de matcher, même tactiquement, avec le coach. Je sais pas. Va falloir au bout d'un moment changer de coach? Pourquoi peut-être? Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas bon et faut faire attention pour Bradley parce que ça peut aller très vite, hein. Il n'est pas à l'abri de se faire licencier sur les prochaines semaines si jamais Toronto n'arrive toujours pas à trouver le bon rythme. Alors que Toronto, ça reste une équipe qui fait partie des grosses cylindrées de cette MLS. Mm. Un C'est clair. Toronto à son niveau peut battre n'importe quelle équipe de ce championnat. C'est clair. Et puis, peut-être que c'est vrai que tu parles de dispositif, peut-être le 3-4-3, ça correspond pas à l'équipe, je sais pas. Pourtant, je pense que pour des joueurs comme Bernard Basqui et Insigne, c'est sympa le 3-4-3. C'est très offensif. Après, faudrait qu'ils fassent le retour défensif. Mais ouais, là, on parle plus offensivement. Je pense ils ont un problème offensivement. Je vais te dire combien de buts ils ont marqué. Ils ont marqué 13 buts. Ouais, mais ils ont encaissé 17, donc c'est plus défensivement aussi un problème. Mais 13 buts en soi, c'est dans la moyenne des équipes de milieu de tableau. Mais ils n'arrivent peut-être pas à garder le score aussi, tu vois, tout simplement. Ouais. Non, 13 buts, c'est sympa, mais au final, ils ont marqué combien de buts Insigne ou Bernardeschi, tu vois, les joueurs qui sont attendus comme des stars. Je vais regarder, je pense pas que c'est énorme. Hein. Bah, c'est pas foufou. Insigne, il a Bernardeschi manqué c'est là. 3 buts. Insigne, il a manqué 3 buts. la moitié de la saison, la moitié des matchs pour l'instant. Et donc, forcément, au niveau des stats, ça se répercute aussi. Mais bon, depuis qu'il est revenu, il est pas non plus sensationnel. Donc, voilà. Tu Non, vois, ouais, c'est. c'est ça. Bernardeschi, c'est le meilleur buteur de l'équipe, en fait. Ouais, Bon. je crois qu'il est le meilleur buteur de l'équipe. Ouais. Ah non, mais je sais, il a 3 buts, il est devant tout le monde, mais 3 buts, 2 passes décisives. Mais les autres suivent pas, en fait, le rythme, tu vois. Ouais, les autres suivent pas le rythme. Collectivement, on a l'impression que c'est pas les bons profils ensemble pour l'instant. Donc, à voir comment le coach réussira à faire jouer cette équipe. Peut-être changer de dispositif aussi, pourquoi pas. Peut-être retrouver des joueurs à leur poste, comme un Kay par exemple, lui redonner ce rôle au milieu de terrain. Euh, Pourquoi pas peut-être refaire jouer, repassant peut-être dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1. Euh,
Peut-être, je sais pas, peut-être est-ce que c'est peut-être pas rapprocher Bernardeschi du but, peut-être pourquoi pas le placer avant-centre ou le mettre à droite. Franchement, il y a plein de possibilités en fait, il y a plein de choses possibles avec cette équipe au vu du talent qu'elle a. Hmm, c'est clair. Après, ouais, ça prend que je regarde. Il débarque. Bon, il a 34 ans aussi, franchement. Il débarque de Nashville, là, en fin de transfert. C'est pas la recrue en fin de mercato et il débarque. C'est pas la recrue idéale, j'ai l'impression pour eux. Peut-être au début, ils avaient fait jouer Akinola, mais Mhm. finalement, il a pas planté un but. Euh, Peut-être que faut Ah, attendre que Sapong Depuis s'adapte. Jovinko, de toute façon, ils n'ont pas retrouvé Ouais. cet avant-centre-là qui fait la différence, hein, qui fait très mal. Hmm, c'est vrai. Ah oui, t'as les stats d'Insigne, ouais, je viens de voir la slide. Euh, du coup, pour conclure, on va passer aux résultats qu'il y a eu cette semaine. Donc, on a le calendrier et les résultats de la J12. Donc, Chicago a gagné à Saint-Louis un peu à la surprise, mais finalement enchaîne 2 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Charlotte, on l'avait dit, allait prendre sa revanche à Atlanta. Ça a été chose faite. D'ailleurs, Atlanta déçoit un peu Je pour pense en parler. que si ça continue dans les prochaines semaines, on en parlera, je pense. Il reste quatrième, mais attention, comme on dit, le classement est serré et une défaite pourrait les faire basculer du mauvais côté. Et puis, attends, c'est quoi leur série en plus? 3 défaites consécutives. Ah, c'est intéressant ça. Ils sont mal embarqués. Il va falloir qu'ils se réveillent. DC United qui fait match nul à Nashville, en tout cas, c'est mérité au vu de leur but dégueulasse qu'ils ont encaissé. DC United, c'est pas très fou, hein. C'est pas foufou comme Wayne Rooney pour l'instant. C'est pas très très joli à voir, hein. Ouais, c'est pas fou, c'est pas flamboyant, mais ça perd pas trop non plus. Enfin, écoute, ça reste dans le ventre mou. Je pense que c'est une équipe qui restera dans le ventre mou cette saison. De transition, une année de transition pour eux. Montréal qui tape Toronto dans le derby du Canada. L'Inter Miami qui s'impose face à New England Revolution. Et donc l'Inter Miami qui sont 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Je vous invite à, New England, je vous invite à voir le but justement de New England, le but de Carles Hill. Franchement, très très joli ouais, but. Très très joli but. exactement. Il est sympa, il est vraiment sympa ce but. Mais malgré ça, New England perd pour la première fois depuis des lustres, hein. C'est que ils ont perdu que 2 matchs cette saison et c'est leur deuxième défaite depuis la journée 3 face à Los Angeles FC. C'est pas mal, c'est dire, tu vois. Ouais, Donc franchement, c'est ouais. un gros coup en tout cas réalisé par l'Inter Miami. Ensuite, New York Red Bull qui s'impose face à New York City, on en a parlé. Columbus Crew qui fait match nul à Orlando alors qu'il menait 2-0. Columbus s'est fait revenir de partout par Orlando. Dallas s'impose à l'extérieur sur le terrain de Austin dans un derby, encore une fois, Ouais. texan. Jesus Sur Ferreira, un... buteur. Exact. Exactement. Houston Dynamo Dur, hein. perd, pardon, s'incline. Ah, le scénario me fait mal. Sur ce match-là, le scénario pour eux, franchement, il est dur. Ouais, ouais, il s'incline face à Seattle qui reprend sa première place de leader de la conférence Ouest. Sporting Kansas, Eux aussi, qui attention. après avoir réalisé l'upset face à Seattle, continue et met un carton 3-0 face à Minnesota. Qui aurait cru ça? Minnesota, du coup, qui chute à la 9e place. Et Minnesota, qui, en fait, surtout, Sporting profite de la très mauvaise forme de Minnesota, qui est sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est Ouais, c'est ouais, abusé. c'est abusé, mais c'est encourageant pour Kansas. Ça va leur redonner peut-être un peu de foi et d'espoir pour pourquoi pas s'accrocher cette saison-là, parce qu'on sait que ça va être quand même compliqué, mais pourquoi pas s'accrocher et et réaliser de temps en temps de jolies performances et gratter des points à certains moments de la saison qui peuvent être importants pour eux. Ouais, je suis d'accord. Los Angeles FC cartonne à l'extérieur face à Salt Lake City. Denis Bouanga, Enfin, buteur encore. Real Salt Lake, pardon. 3-0, banger absolu de Denis Bouanga, exceptionnel, monstrueux. Opoku qui revient aussi. Donc non, maîtrise totalement du sujet et de son championnat pour Los Angeles.
Euh, Colorado qui perd 2-1 sur sa pelouse face à Philadelphie. Philadelphie qui revient enfin, qui a un peu de couleur et ça fait plaisir pour Ouais, ça fait le pas de bruit, finaliste au titre. mais ça remonte. Ça fait pas de bruit, mais ça remonte 3 victoires tout doucement, ouais. consécutives. Tout doucement. Exactement. Et puis Portland, on en a parlé, qui s'impose 3-1 face à Vancouver. Et enfin, le dernier match qui s'est déroulé dimanche soir, si je dis pas de bêtises, ou lundi, je sais plus. C'était lundi ce match. Lundi, exactement, du côté de San José, où San José s'incline face à Los Angeles Galaxy. Et San José qui, mine de rien, perd. S'ils ont gagné le match aller, le match contre Los Angeles FC la semaine dernière, ben là, ils perdent contre leurs rivaux de Galaxy. C'est dommage pour eux. Ils auraient pu faire le coup double du Los Angeles. Ouais, ça aurait pu taper les deux Los Angeles coup sur coup. Mais bon, victoire essentielle et ultra importante du Galaxy. Ils en avaient besoin, malgré un Chicharito dégueulasse. Ils arrivent quand même à Oh prendre des mon points. Dieu, il est affreux. Il fait une disaster class. Mais bon, encourageant pour le Galaxy. On espère qu'ils vont se redresser, que ça va continuer. Ok. Avant de conclure, j'ai une petite question, Thomas, un petit quiz comme ça, vite fait à Ah, l'improviste. vas-y, allez. À ton avis, sans tricher, sans regarder, regarde-moi. Je te Je sais pas, regarde. tu regardes pas ton ordi. Qui est l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue, la meilleure série en cours, pardon, de la ligue en ce moment? Ah, Qui est la toute meilleure équipe. série en cours? Ouais, Hmm, sur les 5 derniers matchs, on va dire. Moi, je dirais Montréal. Oh, bingo! Et Je oui, pense c'est que ouais, ça, 4 Montréal. victoires consécutives. 4 victoires consécutives, une défaite. T'as bien taffé ton sujet. Et qui est la pire équipe alors en ce moment? Qui est l'équipe avec le pire Hmm. bilan en ce moment? Hmm. Pareil sur les 5 derniers matchs. Je serais tenté de dire. Non, je pense que c'est trop évident. Attends, je réfléchis. Ah oui, c'est vraiment pas une équipe évidente. Ah, Mais je on en a pense. parlé forcément là dans le tableau. Ouais, ouais, c'est pour ça que je réfléchis parce que ça m'a l'air peut-être pas si évident que ça. Atlanta? Non. Ouais, ils sont sur 3 défaites consécutives, ouais, c'est vrai, mais il y a une équipe qui fait pire. Ok, une équipe qui fait pire. Non, c'est pas Toronto. Je pense pas. Non. Parce Non, qu'il y ils a ont beaucoup de gagné. matchs Ils ont nuls gagné et ils ont gagné deux il y a deux matchs. il y a 2 journées. Qui ça peut être alors? C'est vraiment une équipe qui n'a Seattle? pas de Seattle? vert. Ah, Non, Seattle, ils ont fait 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Non, c'est vraiment une équipe qui n'a pas de vert, qui n'a pas de victoire sur les 5 derniers matchs. C'est l'une des seules, tu vois. Saint-Louis? Non, Saint-Louis a gagné il y a 5 matchs de ça. Ils ont leur Ah match, bah ça triche j'ai un peu. pas. Parce qu'ils- Je ah, l'ai t'as pas. pas. Je Ils ont donne leur ma match langue de chat. reporté face à Dallas aussi. C'est dans la conférence Ouest et c'est Minnesota. Ah, ok. Purée? Minnesota est sur 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Ah oui. Ouais, en plus, on en parlait au début de saison, comme quoi c'était encourageant, qu'ils arrivaient à être solides, à ne pas perdre avant tout. Bah, on voit qu'en ce moment, Voilà, maintenant, c'est compliqué. ils ont perdu ce truc. Et sinon, il y a Austin qui a une très belle forme aussi de 2 défaites et 3 nuls. Tu vois, Austin, va donc falloir c'est qu'on en sympa. parle aussi, hein. Je pense que dans les prochaines semaines aussi, Austin, on en Exactement. parlera parce que c'est pas Je suis tout à normal, fait d'accord avec toi. c'est pas normal ce début de saison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MLS Show. Ouais, Merci Thomas. exactement. Merci à toi, Romain, et puis merci à tous de nous avoir suivis.